Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'ai intitulée « Pourquoi le confinement va m'aider à mieux appréhender le théâtre de l'absurde ». En effet, vous êtes beaucoup à vous interroger sur la pièce de Beckett qui vous laisse un petit peu perplexe et vous avez peut-être un peu du mal à rentrer dans cette œuvre qui bouleverse complètement vos habitudes de lecture et notamment de lecture donc de théâtre. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est est-ce que Oh les beaux jours, qui est donc notre pièce au programme, ne peut pas être un reflet finalement du confinement qu'on est tous en train de vivre en ce moment. En effet, dans Oh les beaux jours, Winnie, vous le savez, c'est précisé dans les Didascalies, dans l'acte 1, puis dans l'acte 2, Winnie est enterrée jusqu'au-dessus de la taille dans le mamelon, au centre précis de celui-ci. Là, on est à la page 11. Et à l'acte 2, la situation de Winnie empire. Elle est enterrée jusqu'au cou. La tête qu'elle ne peut plus tourner, ni lever, ni baisser, reste rigoureusement immobile et de face pendant toute la durée de l'acte. Seuls les yeux sont mobiles. Vous avez à droite donc une photo d'une mise en scène avec Catherine Fro dans le rôle de Winnie. Là, on voit qu'on est déjà dans l'acte 2. En effet, il n'y a plus que la tête qui est visible et qui sort donc de ce monticule de terre. Est-ce que cette situation de Winnie ne ressemble pas un peu à la nôtre en ce moment? En effet, quand on commence à lire Oh les beaux jours ou quand on voit la pièce, on ne comprend pas pourquoi cette femme elle est là, pourquoi elle est coincée dans ce monticule de terre, pourquoi elle n'en sort pas et surtout à quoi elle peut bien passer sa journée dans une telle situation. Or aujourd'hui, on est bien d'accord, on se retrouve dans un contexte un petit peu similaire, alors bien entendu pas aussi catastrophique, on n'est pas à l'intérieur d'un monticule de terre dans l'incapacité totale de bouger. Toutefois, notre espace se réduit, on doit au maximum rester à la maison, notre liberté de mouvement également, ainsi que nos possibilités d'activité. Donc, on se retrouve finalement, on peut essayer de s'identifier davantage au personnage de Winnie. La autre photo de mise en scène, Madeleine Renaud, dans la mise en scène de Roger Blin, dont vous en avez regardé des extraits en classe. Alors, je viens de vous expliquer que Winnie, la situation dans laquelle elle est, peut faire référence au confinement qu'on est en train de vivre en ce moment. Bien entendu, Beckett, à l'époque, il n'imagine pas du tout la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, en fait, on peut y voir peut-être une référence littéraire. En effet, Winnie, coincée dans son mamelon de terre, peut éventuellement nous faire penser à Lucifer, prisonnier de la glace dans l'enfer de Dante, Dante Alighieri, qui a donc écrit la Divine Comédie, où il imagine l'enfer constitué de différents cercles dans lesquels on descend, et donc à un moment, le personnage va rencontrer Lucifer coincé dans la glace. On peut également penser, bien entendu, à d'autres personnages mythologiques. Par exemple, Prométhée. Rappelez-vous, Prométhée, c'est ce personnage qui a voulu voler le feu aux dieux et qui, en punition, s'est retrouvé enchaîné en haut d'une montagne et avait comme supplice de se voir dévorer le foie continuellement par un aigle, puisque le foie est un organe qui se régénère, donc c'était un supplice perpétuel. On peut également penser à Tantale qui a soif, qui a faim, qui a tout le nécessaire autour de lui, mais dès qu'il tend la main, par exemple, pour saisir un fruit, la branche s'écarte, ou dès qu'il veut boire à la source, à la rivière qui est près de lui, celle-ci disparaît. Donc on a voilà, peut-être plusieurs références littéraires que Beckett mobilise dans sa pièce. Je reviens sur cette référence de Dante Alighieri. Les éditions de Minuit ont présenté la trilogie romanesque de Beckett, composée de Molloy, Malone et l'Innommable, de la façon suivante. De même que Dante chemine de cercle en cercle pour atteindre son enfer ou son paradis, de même est-ce, chacun dans un cercle bien distinct, que Samuel Beckett situe les trois personnages principaux, afin qu'ils atteignent peut-être le néant auquel ils aspirent. Et alors, bien entendu, là, on parle des personnages romanesques de Beckett, mais ça peut totalement s'adapter également aux personnages théâtraux de Beckett. Alors, est-ce qu'on revient toujours sur cette question, cette situation de Winnie ne ressemble-t-elle pas un peu à la nôtre? En effet, même si on est loin, même si on ne se voit pas, on communique pas mal ensemble. Et vous êtes nombreux à me dire que c'est l'horreur d'être enfermé. Il y en a même qui regrettent les cours au lycée.
Alors, ce qui fait un peu plaisir, hein, je vous l'avoue, de voir que vous préférez quand même des cours en présentiel. Or, justement, cette expérience que vous êtes en train de vivre et que l'on vit tous, hein, de toute façon en ce moment, peut ressembler à celle de Winnie, qui doit impérativement trouver des moyens pour passer sa journée en dépit de la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve. Et l'une des stratégies que Winnie va trouver pour passer sa journée, c'est d'utiliser les objets qu'elle a à sa disposition. Rappelez-vous, dès le début de la pièce, on vous précise qu'elle a une ombrelle à bec de canne, à manches rentrant et rentrée, donc elle peut s'en servir vraiment hein, comme jeu de scène, et ce sera le cas. D'ailleurs, rappelez-vous qu'à un moment, l'ombrelle même va prendre feu. Et elle a surtout une multitude d'objets qu'elle sort de son sac. Une brosse à dents, un tube de dentifrice, une petite glace, un étui à lunettes, des lunettes, un mouchoir, un revolver, un flacon de sirop, un bâton de rouge à lèvres, une toque, une loupe, un peigne, une lime à ongles, et tout ça va lui permettre de meubler en fait son quotidien. Elle va sortir ses objets, elle va parler de ces objets, elle va faire des gestes avec ces objets. Rappelez-vous les nombreuses didascalies hein, qui vont parasiter le discours de Winnie. Les petites images sont censées vous faire penser un peu à ce que vous utilisez, vous, pour passer votre journée en ce moment. Alors, encore une fois, Beckett, lui, ne pensait pas au confinement. Et on peut voir dans cette mobilisation des objets une référence littéraire et philosophique. En effet, tous ces gestes qu'elle va multiplier, c'est une vraie stratégie pour éviter aux personnages de penser sans cesse à l'absurdité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Les gestes, les objets et les dialogues et les souvenirs, puisque très souvent Winnie essaye de convoquer des souvenirs alors qu'ils sont toujours très diffus, très vagues pour elle, mais tout ça, on peut les assimiler à des divertissements au sens pascalien. Alors, qu'est-ce que c'est que le divertissement au sens pascalien? Blaise Pascal, c'est lui. Il est connu pour plein de choses. Hein. C'est lui, entre autres, qui est à l'origine de la première calculatrice. Et il est surtout connu pour son ouvrage Les Pensées. Et dans Les Pensées, on a cette citation « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Le malheur naturel de notre condition faible et mortelle est si misérable que rien ne peut nous consoler. » En effet, pour Blaise Pascal, l'homme est conscient qu'il est mortel, mais pour éviter de penser sans cesse à sa mort, l'homme va devoir meubler son quotidien, va devoir s'occuper, va devoir avoir des activités qui l'empêchent justement de penser à cette condition mortelle. Et il est donc incapable, l'homme, de rester normalement sans rien faire dans une chambre, parce que sinon, il va être confronté à cette conscience de sa condition mortelle. Lui, c'est Jean Anouilh, et je voulais vous rappeler une citation qu'il a utilisée à propos d'En attendant Godot de Beckett, mais que l'on peut adapter à quasiment toutes les pièces de Beckett. Selon Jean Anouilh, selon lui, En attendant Godot, ce sont les pensées de Pascal jouées par les Fratellini. Donc, cette citation d'Anouilh met en valeur le mélange entre le tragique de la condition humaine et l'aspect farcesque, clownesque que l'on retrouve chez de nombreux personnages de Beckett. Le rôle du langage, très important. En plus des objets qui meublent le quotidien de Winnie, elle va surtout se servir de sa parole pour passer sa journée. C'est encore plus le cas dans le deuxième acte. Vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai rappelé la didascalie du deuxième acte, hein, où il est précisé finalement qu'il ne lui reste plus que sa bouche pour parler et ses yeux pour voir. Or, en cette période de confinement, on remarque, hein, et déjà des études hein, qui sortent en termes de statistiques, que la fréquentation des réseaux sociaux, et pas seulement les réseaux sociaux où on échange de manière différée. Donc, surtout les chats hein, où on est en dialogue direct, pensez d'ailleurs à Discord, je sais que vous l'utilisez beaucoup pour communiquer entre vous, mais aussi les appels téléphoniques, les appels en visioconférence ne cessent d'augmenter. Et donc, la parole est essentielle à l'homme pour vivre, ou en tout cas pour se sentir exister. Si on ne parle pas, si on ne dialogue pas avec quelqu'un, eh bien finalement, on n'existe pas réellement. On perd de sa consistance. Mais justement, si on s'interroge un peu sur le rôle du langage dans Au des beaux jours, on peut se demander s'il y a une véritable communication qui s'instaure entre les personnages. En effet, Winnie parle.
et elle parle à Willy. Mais on ne peut pas dire qu'ils communiquent véritablement. Il n'y a pas un véritable échange entre eux. Déjà, première raison, Willy répond rarement à Winnie. De plus, quand Willy s'exprime, la plupart du temps, c'est pour lire des fragments de petites annonces qui sont tirées de son journal, avec lequel il s'évente, etc. Très souvent, les répliques de Willy ne se réduisent qu'à un seul mot. Par exemple, d'or, oui, œuf, fornication, win, qui est le dernier mot que Willy prononcera dans la pièce, qui est certes le diminutif affectif de sa femme, mais qui résonne de manière ironique, puisque à la fin de la pièce, on a plutôt le sentiment d'un échec que celui d'une victoire. De plus, à d'autres moments, Willy va se contenter de répéter les propos de Winnie, et lorsqu'il y a une amorce de dialogue entre les deux personnages, il y a très souvent des malentendus ou des quiproquos. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, le personnage de Willy dit un moment dort, d'accord, donc le verbe dormir à l'impératif. Or, Winnie le reprend sous la forme d'or, D''OR, d'accord, donc la matière précieuse. Du coup, Winnie n'a pas du tout compris que son mari l'invitait à se taire, dors, en gros, tais-toi. Elle se réjouit en fait d'être entrée en interaction avec son mari, qui lui est parlé, qui lui est répondu, et elle espère qu'il parlera de nouveau. De la même façon, vous savez, il y a ce jeu de mots sur la fornication, où on se demande si les personnages rient vraiment de la même chose. On voit aussi qu'ils n'accordent pas du tout le même sens au mot sucer. Pensez aussi au passage très célèbre autour du mot porc. D'ailleurs, c'est une exception, puisque c'est le seul moment où Willy va prendre la parole de son fait et pour dire quelque chose qui lui appartienne réellement, à savoir donc la définition de ce mot porc. Et du coup, la parole est souvent très vide de sens. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une véritable communication, il y a plutôt un échec du langage chez Beckett. J'insiste donc sur les fonctions du langage. On a un théoricien qui s'appelle Roman Jakobson qui a distingué 6 fonctions du langage. La fonction expressive, également appelée fonction émotive, l'émetteur veut transmettre ce qu'il ressent, veut partager son jugement. Alors ce qu'il ressent, ça peut être de la joie, de la colère, de la critique, etc. La fonction conative, dans ce cas, l'émetteur veut avoir vraiment un effet sur le récepteur. Ça se traduit très souvent par l'impératif. Quand on donne un ordre, on attend que ce qu'on dit soit fait. D'accord ? Dire, c'est faire. Par exemple, si vous dites à quelqu'un « ferme la fenêtre », vous attendez que cette personne se lève et aille fermer la fenêtre. La fonction référentielle, c'est la fonction qu'on utilise en fait le plus souvent. Le langage sert à décrire ce qui nous entoure, sert à donner des informations objectives. On a également la fonction poétique. Alors, la fonction poétique, c'est quand on travaille surtout l'esthétique du langage, alors que l'on retrouve certes dans la poésie, fonction poétique, on retrouve le mot poésie, mais également, par exemple, dans les slogans de publicité, où on va travailler beaucoup sur les sonorités, sur l'image de certains mots, d'accord ? Quant à la fonction métalinguistique, c'est quand le langage se prend lui-même pour objet. Ça veut dire qu'on utilise le langage pour expliquer un autre langage. Donc on tourne un peu en rond, le langage parle du langage. Et enfin, la fonction fatigue, c'est le langage qui sert à maintenir le contact avec autrui. Donc quand vous interpellez quelqu'un, par exemple, quand vous posez des questions rhétoriques dans un discours, on est dans une fonction fatigue. Qu'en est-il pour Winnie et pour vous en ce moment? Vous y réfléchirez. Pour Winnie, il est clair qu'il y a 2 fonctions qui dominent. La fonction expressive ou émotive et la fonction fatigue. Cette fonction émotive, elle se traduit par cet émerveillement perpétuel de Winnie, en dépit de la situation dans laquelle elle se trouve. La seconde fonction, qui est celle de la fonction fatigue, donc, elle est récurrente aussi dans la pièce, puisque Winnie ne cesse de vérifier que son mari l'écoute, car elle a besoin de lui pour se sentir exister. Et donc vous, en cette période de confinement, à votre avis, quelles sont les fonctions du langage que vous utilisez le plus? Vous pouvez y réfléchir, vous pouvez aussi me faire part de vos réflexions par écrit, il n'y a aucun problème. Enfin, on terminera cette vidéo par un autre concept. Être, c'est être perçu, qui se relie à tout ce que l'on vient de dire. En effet, les personnages de Beckett ont toujours besoin en fait, d'un autre pour se sentir exister. Et
on le voit aussi en ce moment, nous quand il faut penser aux gens qui sont tout seuls à la maison en cette période de confinement, hein, ceux qui sont vraiment isolés, ça doit être très très compliqué d'occuper sa journée et de se sentir exister, d'où les appels téléphoniques, hein, d'où l'utilisation de réseaux sociaux. Mais voilà, chez Beckett c'est pareil, même si les personnages ont souvent l'air seuls, même quand ils sont plusieurs, ils ont besoin d'un autre pour exister. Et Beckett s'appuie probablement sur les idées d'un philosophe empiriste irlandais qui s'appelle Berkeley, hein, et qui affirmait c'est être perçu et percevoir. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être regardé par l'autre, d'accord, et de voir quelqu'un d'autre pour exister réellement. Voir, mais aussi entendre et parler avec éventuellement. Là, je vous ai mis une photo de la mise en scène dans Intendant Godot de Bernard Lévy, où on a, dans Intendant Godot, on a cet échange très célèbre, hein, Vladimir dit à Estragon, voyons Hugo, il faut me renvoyer la balle de temps en temps. Et Estragon répond, j'écoute. Donc, il faut vraiment qu'on ait un récepteur de notre message pour avoir l'impression d'exister. De la même façon, dans Oh les beaux jours, Winnie parle, Willy écoute, et Winnie va sans cesse vérifier que son mari l'écoute. Elle va même jusqu'à le réveiller parce qu'elle a besoin de ce support auditif pour s'exprimer. Parce que pour elle, parler toute seule, parler dans le désert en quelque sorte, c'est vraiment une angoisse qui est insupportable pour elle. Et ce besoin d'autrui pour parler est vraiment lié au sentiment d'exister. Finalement, Winnie, si elle parlait toute seule, même si on a l'impression qu'elle parle toute seule puisque Winnie ne lui répond pas souvent, Winnie ne se sentirait pas vraiment quelqu'un et elle a besoin donc de ce support auditif pour valider son existence. Voilà, on va se quitter. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux saisir ce que c'est que le théâtre de l'absurde, en faisant un parallèle entre Oh les beaux jours et la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Je vais vous quitter avec une citation de Beckett qui est issue d'un de ses livres, d'un de ses romans qui s'appelle L'Innommable, où le personnage, le narrateur, hein, qui est seul, dit « Il faut continuer, je ne peux pas continuer. Il faut continuer, je vais donc continuer. Il faut dire des mots, tant qu'il y en a, il faut les dire, jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent « Étrange peine, étrange faute. Il faut continuer, c'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait. Si elle s'ouvre, ça va être moi. Ça va être le silence. Là où je suis, je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer. » On voit donc encore une fois que la parole est le seul moyen justement de continuer d'exister, mais on voit aussi toutes les contradictions du personnage, contradictions que l'on retrouve aussi hein, dans le personnage de Winnie. Je vous rappelle que Beckett aussi disait à propos d'elle que Winnie est un être interrompu, il la compare à un oiseau coincé dans du mazout et qui en fait n'arrête pas de s'interrompre, hein, et c'est en effet très visible entre la place qu'occupent les didascalies et les répliques de Winnie. Nous en reparlerons dans un prochain cours. Je vous souhaite à tous une très belle journée malgré le confinement. À très bientôt.